Eh bien, bonsoir à tous, chers lecteurs des publications Agora. Aujourd'hui, on va parler des SPAC. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une SPAC? Une SPAC, c'est une société qui va se créer autour de deux personnes clés au début, c'est-à-dire le management de la SPAC et les investisseurs de la SPAC. Ils vont faire une IPO, donc généralement elle se fait à 10 dollars. La société aura 10 dollars de cash par action. Voilà. Une fois que ça c'est fait, ça prend en gros entre 8 et 10 semaines et ça peut aller être réduit à 4 semaines si votre société elle est bien faite et si vous avez un management de très bonne qualité. Une fois que vous avez fait ça, vous avez la phase de sélection des targets. Vous allez sélectionner votre target, donc les sociétés avec lesquelles vous voulez fusionner votre SPAC. Après, vous avez la négociation. Une fois que la négociation est faite, le management de la SPAC va présenter le deal aux investisseurs de la SPAC qui vont voter pour savoir s'ils approuvent ou s'ils approuvent pas. Là déjà, vous avez un truc intéressant. C'est que si les investisseurs de la SPAC ils pensent que le deal n'est pas intéressant financièrement ou qu'il est trop risqué, ils peuvent déjà mettre leur premier veto. Donc ça c'est intéressant dans une SPAC, c'est déjà à ce niveau-là, vous avez un potentiel de veto. Ça se... On le voit très rarement être appliqué, hein. C'est très très rare qu'il soit appliqué. Et une fois que c'est approuvé, c'est-à-dire que vos actionnaires ont approuvé la fusion avec une société, et bah du coup vous faites un merge avec cette société. Et là, après, bah, vous prenez le ticker de la société ciblée. Et vous allez transformer votre ticker. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est ici, vous avez généralement entre 8 et 10 semaines. Et après, sur tout le processus là, c'est au maximum 24 mois. Pourquoi au maximum 24 mois? Parce qu'en fait, généralement, si vous mettez plus de 24 mois, ce qui se passe, c'est que dans les SPAC, il y a des contrats, entre guillemets, entre les investisseurs et le management de la SPAC. Et si vous mettez trop longtemps à faire un deal, bah, vous risquez des pénalités en tant que créateur de la SPAC. Et ça, ils vont tout faire pour pas y arriver. Et donc, en fait, là, la phase de négociation, généralement, elle peut durer jusqu'à 19 mois. Si elle dure plus tôt, plus longtemps, bah, ils n'arriveront pas à finaliser le deal avant 24 mois. Et là, une fois que la société elle a approuvé la fusion et tout, le temps que la fusion soit totalement effective au niveau fiscal, au niveau du marché et tout, ça peut durer jusqu'à 5 mois. Mais généralement, ça va plus vite que ça met entre 1 et 3 mois. Donc là, vous avez le planning en tant que tel. Donc ce qui se passe, c'est que la phase 1, c'est vous créez votre SPAC et vous allez faire ce qu'on appelle le planning de la SPAC. Donc c'est quoi le planning de la SPAC? C'est que vous allez voir les investisseurs et vous allez leur dire, ah bah je veux créer une société qui va cibler des sociétés dans, je sais pas, la tech par exemple. Donc on veut acheter des compagnies qui font du software as a service de manière généraliste. Les investisseurs, ils vont dire, ah bah tu as du talent dans le software as a service, tu as déjà fait tel et tel deal et telle société que tu as conseillé et tout, donc je vais te donner du cash et je vais te faire confiance. Une fois qu'on a fait cette étape-là, qui prend un petit peu de temps, le management de la SPAC commence à chercher. Il va targeter des compagnies et il va mettre en place la phase 2, l'exécution. Et une fois qu'il a fait la phase d'exécution et tout, il va se réunir avec la compagnie, dire on a trouvé une compagnie qu'on peut acheter, voilà. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'une fois que les actionnaires ont dit on est d'accord, on arrive à ce niveau-là, on fait les dossiers et après on close. Tout le monde est d'accord et on close. Et après on a sur une publique compagnie. Qu'est-ce qui est intéressant dans la SPAC? C'est ça. Ce niveau-là, c'est moins long qu'une introduction en bourse. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous faites une introduction en bourse, bah, vous ne savez pas qui va vous acheter, alors que là, vous savez déjà qui va vous acheter, donc c'est pas un souci. Vous avez un autre souci quand vous faites une introduction en bourse, vous allez avoir besoin de faire un roadshow, d'aller voir des investisseurs. Pour ça, vous allez prendre une banque, ça coûte cher et ça prend du temps. Donc en fait, vous avez un temps entre le moment où vous allez lancer votre IPO et le moment où vous allez toucher le cash des investisseurs qui est assez long. Là, avec une SPAC, ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite. Et c'est très intéressant pour certaines compagnies. D'accord? Et en fait, ce que certains comprennent assez mal, c'est que toute la brique de la SPAC là, au final, ça revient plus ou moins au même prix que si vous faites une IPO classique. Parce qu'en fait, même si les briques en elles-mêmes, elles sont plus chères, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez le fait de faire de la recherche, de cibles et tout, ça va vous coûter de l'argent, et toutes les briques vont vous coûter de l'argent. Mais en fait, là, ça va tellement vite dans la construction de la SPAC, et on a tellement une rapidité que à la fin,
ça vous coûte quasiment le même prix entre passer par une SPAC et passer par une IPO classique. C'est juste que ça va vous coûter de l'argent beaucoup plus cher par le nombre de mois passés dans le deal sur une SPAC que sur une IPO classique. Mais dans la totalité, ça vous coûte plus ou moins le même prix. Voilà. Donc pour les entreprises, ce qu'il y a de bien, c'est que vous avez une certitude que le deal va le faire. Une fois que les actionnaires ont voté pour, que le management a voté pour, vous avez une certitude. Vous avez une rapidité. Et certitude et rapidité, c'est deux briques clés. Faut bien vous dire. Vous êtes une société. Vous avez le potentiel de racheter quelqu'un. C'est-à-dire vous êtes une société X, vous avez le potentiel de racheter Y. D'accord? Ce Y, mettons, il vaut 500 millions. La banque ne veut pas vous les prêter et vous ne trouvez pas d'investisseur pour lever du cash dans le monde du private equity. Parce que vous pouvez faire, c'est vous pouvez aller voir cet investisseur et lui dire attends, une SPAC m'a contacté, ou j'ai contacté une SPAC, on est en train de faire un deal. Si tu me gardes le deal sous le coude pendant 3 mois, dans 3 mois, je peux te dire de façon certaine si je peux t'acheter ou pas t'acheter. Et du coup, ça c'est très intéressant parce que sur des gros deal flow, ça peut être quelque chose qui permet de faire du M&A de très très grande qualité. Et en plus, pour la société qui est ciblée, c'est-à-dire qui va être fusionnée avec la SPAC, il y a un autre avantage, c'est que le management de la SPAC, qui a intérêt du coup à ce que la SPAC réussisse, bah souvent il a du talent dans le domaine. Sinon, les financiers ne lui auraient pas donné d'argent. Donc en plus, la société qui est ciblée, elle a un apport de capital qui lui permet de faire des choses rapidement, mais elle a aussi un apport de talent. Et ça, c'est très très important. Pour les investisseurs, donc les retail investisseurs, donc c'est vraiment nous. Ça permet de participer à des IPO très très intéressantes, ce que vous ne pourriez pas faire sur des IPO classiques. C'est très compliqué. Je vais vous prendre un exemple. Deliveroo, ils veulent faire une IPO à Londres. Et ils ont dit à leurs banquiers, ce qu'on voudrait nous dans notre IPO, c'est quoi? C'est que tous les gens qui ont dépensé X milliers d'euros sur Deliveroo depuis qu'existe l'application, ils aient un privilège pour avoir X milliers d'euros d'actions lors de l'IPO. Et en fait, les banquiers de Deliveroo leur ont dit que c'était un peu gênant pour eux. Pourquoi? Parce qu'en fait, les banquiers, ils ont toujours intérêt à ce que ça soit des très très gros investisseurs qui soient privilégiés lors de l'introduction en bourse pour créer entre guillemets une pénurie de titres. Et en fait, les investisseurs retail et les petits fonds, bah, comme ils n'ont pas eu de titres lors de l'IPO, s'ils veulent vraiment des titres, ils vont être obligés de l'acheter le premier jour sur le marché et ils vont créer un système de carottes. Et on leur tend la carotte et on essaye de faire monter l'IPO. Et du coup, ceux qui sont gagnants, c'est que les gros fonds. Et donc là, avec les SPACs, ça vous permet d'être très en amont du deal et donc potentiellement de profiter de cet effet de fusion avec une bonne compagnie et de faire partie des heureux actionnaires d'une société qui va exploser à l'introduction en bourse. C'est pas certain, mais ça vous donne cette possibilité-là. L'autre avantage, c'est la redemption option. Alors ça, c'est très très important. C'est quoi la redemption option? C'est si le sponsor, il n'a pas trouvé de cible, d'accord? Il est obligé de vous rendre votre capital plus une pénalité. Donc, ce que vous comprenez, c'est que le management de la SPAC, il a tout intérêt à faire un deal. Il doit absolument faire un deal. Et vous, en tant qu'actionnaire, vous avez tout intérêt à jouer votre rôle de censeur, entre guillemets, et à faire en sorte que le management vous apporte le meilleur deal. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas de deal, vous ne perdez pas d'argent. Vous allez toucher X% du sponsor qui va vous dire bah, on n'a pas réussi à faire de deal, donc je te dois X millions d'euros. Et si vous avez un deal, bah, vous avez des actions de la nouvelle société et votre but c'est que le deal il soit intéressant. Donc là déjà l'investisseur, entre guillemets, bah, il a du pouvoir par rapport au management de la SPAC parce qu'il peut exercer son pouvoir pour faire en sorte que le deal soit de qualité et que si le deal n'est pas de qualité et que le manager de la SPAC continue à amener des deals de mauvaise qualité, le risque pour lui c'est de devoir payer une pénalité au bout de 2 ans. L'autre avantage pour les investisseurs, c'est le potentiel profit. Et donc ça, le potentiel profit, c'est quoi? Il découle vraiment de cette rapidité et de ce partnership. C'est quoi? C'est si vous amenez du cash à une société qui en a besoin pour faire une opération, qu'elle fait rapidement une opération, bah, entre guillemets, vous avez un plan qui est déployé par une société et vous allez investir au tout début de ce plan et ça, c'est très très intéressant. Pour le sponsor,
Donc c'est-à-dire pour le management de la société et les tout premiers investisseurs. Ce qui est intéressant, c'est l'accès au capital. Donc quand vous êtes un manager, vous n'avez pas forcément de capital. Vous avez des idées, des capacités à créer des bonnes sociétés, mais vous n'avez pas forcément de capital. Là, l'avantage, c'est quoi? C'est qu'avant même de savoir quelle entreprise vous allez cibler, vous levez 500 millions d'euros, et après vous vous dites, j'ai 500 millions d'euros, moi, mon domaine de compétence, c'est les trains, les avions, les bateaux, enfin, j'en sais rien, ce que vous voulez. Et qu'est-ce que je vais faire de ces 500 millions d'euros? Et vous pouvez tout de suite créer tout un plan avec ces 500 millions d'euros. Vous dire, je ne vais pas acheter telle société parce qu'après, j'aurai plus assez de cash pour me développer. Je vais acheter plutôt cette société, mais celle-là, elle est plus intéressante. Et ça fait tout une stratégie à développer. Et ça, c'est très intéressant. Vous avez un upside qui est conséquent. Alors ça, c'est très important de le comprendre. C'est quoi? C'est que les sponsors, généralement, donc comme ils ont pris le risque au tout début de l'aventure, on leur donne ce qu'on appelle des varants. Donc, ce qui se passe avec ces varants, c'est que c'est des outils financiers. Et généralement, quand votre SPAC coûte 10 euros, d'accord, elle est cotée à 10 euros, il y a 10 euros de cash par action. Vous fusionnez avec une société sur la base de ces 10 euros. Ce que le management de la SPAC va avoir en partie pour rémunération, c'est des options en disant si le cours de la société atteint 12 euros, vous pouvez acheter tant d'actions à 12 euros. Et en fait, ça vous vous rendez compte que plus l'upside sur les produits financiers est grand et plus le temps, entre guillemets, pour le temps où le management de la SPAC est obligé de garder ses actifs financiers parce qu'il y a ce qu'on appelle des lock-up périodes, donc des périodes où le SPAC, où le management de la SPAC ne peut ni vendre ses options ni les exercer, est assez long. Et bah plus ce temps est long, plus entre guillemets ça veut dire que le cours de la SPAC pour que le cours de bourse de la société, donc post-SPAC, il doit monter dans le temps pour que les gens ils puissent exercer ces options financières. Donc ça vous permet ce qu'on appelle un alignement qui est un peu plus fort. Et pour les managements aussi, ça permet d'investir dans des sociétés de late stage et donc de forte croissance. Et ça, c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que quand vous êtes un top manager, c'est parfois difficile d'aller voir des startups ou ce genre de choses et juste de leur dire bah, j'ai du talent, recrutez-moi. Or là, en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez leur dire j'ai du talent, j'ai des connexions, j'ai du cash dans ma société, fusionnons, je vais venir une fois de temps en temps chez vous apporter mon talent. Et du coup, on va permettre à la société d'aller beaucoup beaucoup plus vite. Et ça, c'est très très intéressant pour tout le monde. Et il faut bien vous le dire que voilà, c'est vraiment un truc clé. Donc là, ce que j'aimerais bien que vous compreniez, c'est que le bénéfice de la SPAC, c'est quoi? C'est la rapidité et le potentiel de stratégie que ça ouvre à tous les acteurs. Pour qu'une SPAC marche, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que tous les acteurs soient alignés. Pour que tous les acteurs soient alignés, il faut que le plus possible, tout le monde touche de l'equity. C'est-à-dire il faut que le vendeur de la société, il fusionne avec la SPAC et qu'ils ne vous vendent pas juste la société. Ça, c'est assez intéressant parce que ça veut dire que le vendeur de la société, il pense que les actions de la SPAC vont continuer à monter. Il faut que le management de la SPAC il soit payé en options financières avec une date d'échéance très longue et une date de lock-up assez longue. Ce qui garantit que la stratégie que va mettre en place le management, c'est une stratégie de long terme et c'est pas juste on va essayer de faire un pump and dump et de réussir. Et pour les investisseurs, c'est la même chose. Ce que vous allez chercher, c'est des investisseurs qui ont mis du cash, qui sont très connus du monde et qui ont la possibilité de continuer à mettre du cash. Pourquoi? Parce que typiquement, ce qui peut se passer dans une SPAC, et ça s'est déjà passé dans certaines SPAC, c'est que vous êtes un très grand investisseur. Vous allez voir des super PDG. Vous leur dites, créez votre SPAC. Vous leur donnez 500 millions d'euros. Ils vont commencer à faire un deal et 1 an ou 6 mois plus tard, ils vont revenir vers leurs investisseurs. Ils vont dire, on a une possibilité de fou. Il nous faut 200 millions ou 500 millions d'euros en plus. Et là, le financier va leur dire, ok, je vous fais confiance, donc je vous donne du cash. Et vous créez une relation. Et en fait, au lieu d'avoir besoin d'aller voir le banquier, vous allez voir votre financier. Et ça, c'est très important. C'est cette capacité d'acquérir du cash très rapidement. Ça, c'est ce que vous allez chercher aussi à très long terme dans une SPAC. Ce qui est très, très, très grave dans une SPAC et qu'il faut surveiller, c'est le prix de la SPAC. C'est-à-dire, il ne faut pas que le coût
de recherche d'une société, que le, le, comment s'appelle, les options, ou même si c'est pas des options, le pourcentage d'equity que va détenir le sponsor et le management de la SPAC soit trop élevé. Parce que si eux ils gagnent plus que tous les autres à faire un deal, c'est pas très intéressant pour vous, vous allez être dilué et c'est pas très très intéressant. Donc il faut faire très attention et il faut faire attention à ce que le montage financier de l'achat de la SPAC, il coûte pas trop cher. Ça peut arriver par exemple quand vous faites des SPAC avec de l'endettement ou ce genre de choses. Il faut faire très attention parce qu'il y a certaines SPAC, c'est très proche du LBO et vous allez payer très très cher. Et en fait, les investisseurs de la SPAC, ils sont sur le côté action en direct plus sur le côté obligataire dette. Et du coup, ils n'ont pas forcément les mêmes risques et les mêmes avantages que vous. Il faut faire très attention aux sponsors, donc aussi bien aux financiers qui vont venir financer la SPAC que à la qualité du management de la SPAC. Et ça, c'est très très important. Si vous avez un bon management de SPAC, c'est déjà une très bonne chose. Il faut faire attention au temps. C'est-à-dire, si une SPAC trouve vraiment pas de cible au bout d'un an, de un an et demi, il faut faire très attention parce que leur but, alors là, ça va être de trouver absolument un deal pour pas payer les frais de non-réussite de la SPAC, et donc ils risquent de vous amener beaucoup de deals, dont beaucoup de deals poubelles, et en fait d'essayer de jouer sur le nombre de deals qui vous amènent pour qu'il y en ait un au bout d'un moment qui soit accepté par les investisseurs, et que voilà. Donc ça, il faut faire très attention. Il faut faire attention aussi à ce qu'on appelle les concept stocks. Ça existe dans les SPAC, c'est quoi? Ça, c'est des SPAC qui ont eu lieu beaucoup fin 2020 et fin 2021. C'est quoi? C'est toutes les SPAC, entre guillemets, vous êtes sur des sociétés qui ont un concept, voilà, il n'y a pas de business plan et il n'y a pas de capacité à vraiment définir quelles sont les réussites ou les non-réussites du business plan. C'est-à-dire c'est des choses toutes nouvelles, on investit sur la nouveauté, c'est vraiment de la grosse start-up. Et en fait, le problème là-dedans, c'est que tout ce qui peut, et l'univers que peut monter la SPAC, c'est quoi? C'est créer un marketing autour de cette idée pour pousser le stock à la hausse. Et en fait, comme tous les acteurs, aussi bien le financier que le management de la SPAC aura des options à courte échéance, mais en fait, ils vont essayer de faire monter la sauce pendant 1 ou 2 mois, ils vont pouvoir vendre leurs titres, et puis après, vous êtes coincé avec une société de piètre qualité ou avec une société qui n'a pas ce qu'il faut. Ça, il faut faire vraiment très très attention, même quand ça peut être intéressant d'avoir des concept stocks en portefeuille si on a confiance en le management, mais il faut vraiment avoir très confiance et il faut que le management vous indique que, bah, par exemple, ils sont payés à très long terme à la réussite de la société et ils vont pas toucher du cash à très court terme. Parce que si vous êtes sur un concept stock, que vous allez tenir le risque de ce concept stock et du fait que, bah, comme vous êtes sur un concept, ça va pas forcément se réaliser. Si par contre le management et les financiers qui ont été avec vous, eux, ils sont pas sur le même risque, c'est pas intéressant. Il faut faire attention aussi, c'est ce que votre SPAC va cibler, c'est s'il y a vraiment du deal flow possible. Donc plus il y a eu du deal flow dans un domaine de SPAC, moins vous avez de cibles. Et plus les cibles peuvent être chères. Donc ça, il faut faire très 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 attention aussi. Et il faut bien comprendre aussi que les SPAC, c'est des super outils qui permettent d'aller beaucoup plus vite. Mais c'est des outils aussi de spéculation pour certains investisseurs. Donc il y en a certains qui vont faire du pump and dump avec des SPAC ou qui vont vouloir aller trop vite ou comme vous êtes sur des sociétés qui sont en gros des scale-up qui ont besoin de beaucoup de cash pour faire des acquisitions et exploser leur croissance, ce genre de choses, vous avez des risques d'exécution qui sont assez forts. Donc il faut bien comprendre que quand vous investissez dans des SPAC, il ne faut pas vous concentrer, mais il faut vraiment faire un portefeuille de SPAC parce que vous êtes sur des sociétés qui sont quand même des sociétés risquées, hein. Donc là, ce que vous voyez, c'est l'évolution du nombre de SPAC. Là, de 2005 jusque-là, en 2006-2007, c'était surtout des SPAC liés aux matières premières, donc ont très mal vécu la crise. Et après, les SPAC ont globalement pris de l'importance dans le temps. Pourquoi les SPAC ont pris de l'importance dans le temps? C'est très simple à comprendre. C'est parce que de 2010 à 2015, on a beaucoup investi en private equity, et même après. Et ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que, comme tous les fonds, quand vous avez créé un fonds, vous êtes obligé de le liquider au bout d'un moment. Et pour le liquider, il faut de la contrepartie. Donc quand vous créez un fonds private equity, il peut juste y avoir un autre acteur du private equity qui va vous racheter un peu plus cher, vous rendez l'argent à vos investisseurs, et puis voilà, et si on se passe la balle. Mais surtout, généralement, ce qui se passe, c'est que la cotation finale, elle va en bourse. C'est-à-dire que les entreprises vivent, et généralement, elles finissent par se coter en bourse, et là, il y a de la liquidité, et n'importe qui les achète. Et en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez beaucoup de startups
et de sociétés de croissance, surtout dans la technologie, qui ont levé du cash, qui commencent à avoir des business plans très solides, qui ont besoin de la dernière impulsion de cash, donc avec énormément de cash, mais qui ont des investisseurs qui sont là depuis 5-10 ans. Et ces gens-là, ils veulent sortir. Donc le meilleur moyen d'avoir le cash du dernier round pour faire pour avoir le dernier coup de boost de ce cash et tout, et de créer de la liquidité pour ceux qui veulent sortir, bah, c'est la SPAC. Parce que la SPAC, vous avez rapidement de l'argent, vous êtes rapidement coté. Donc en fait, pour le management de la société qui va fusionner, c'est intéressant parce qu'elle a du cash rapidement, donc elle peut très vite investir et passer cette dernière étape de croissance. Et pour les investisseurs de la première heure de la SPAC, c'est intéressant parce qu'on leur donne de la liquidité, donc eux, ils peuvent aller voir leurs investisseurs et leur dire t'inquiète pas, maintenant j'ai X sociétés de mon portefeuille qui sont cotées en SPAC, donc si tu veux récupérer ton argent, je pourrais toujours te le rendre, parce que je pourrais toujours vendre les titres sur le marché. Et entre guillemets, comme vous êtes sur des sociétés qui sont intéressantes, vous avez un minimum de liquidité. Ça, faut faire attention parce que c'est vraiment lié à la qualité de votre société. Si la société n'est pas de qualité et qu'après il y a quelqu'un qui veut sortir et qui est un gros investisseur de la première heure, le problème c'est qu'il peut peser très fortement sur le cours et ça peut être très dérangeant. Comme ça peut être une super opportunité si vous l'achetez en dessous du cours de la SPAC. C'est pour ça que c'est intéressant de surveiller certaines SPAC et de se dire j'ai bien étudié, je trouve qu'il y a un actionnaire de la SPAC qui est dangereux, donc je ne vais pas mettre mon argent dans cette SPAC, mais par contre je vais la surveiller parce que je pense que cet actionnaire va vendre la SPAC très rapidement pour redonner du cash à ses investisseurs. Donc potentiellement la SPAC peut baisser assez fortement dans les débuts et après elle va remonter. Mais moi je l'aurais acheté pas cher. Donc ça c'est très très intéressant, c'est comprendre tout l'univers de la SPAC. Ce qui est aussi intéressant avec les SPAC, c'est la France. En France, vous avez une émulation, pardon, une émulsion. Oh là là, je suis fatigué. Une émulation au niveau des SPAC. Et vous avez Xavier Niel qui en a fait, vous avez Pigas qui en a fait, et surtout vous avez un truc très intéressant, vous avez Jean-Pierre Mustier, qui était l'ancien CEO d'Unicredit, qui a donc, du coup créé Pegasus Europe avec Tikeo, donc qui est un fonds parisien, et avec Bernard Arnault. Et pourquoi est-ce que Jean-Pierre Mustier crée cette SPAC? Parce que Jean-Pierre Mustier, ce qu'il vous explique, c'est que aux États-Unis, vous avez beaucoup de capital pour chaque société. Et en Europe, vous n'avez pas autant de capital pour les sociétés. Donc avec les SPAC, on va pouvoir apporter du capital à ces sociétés. Et surtout, vous avez un terreau de private equity qui est très très gros en Europe. Vraiment très très gros. Donc vous avez un potentiel de faire du deal qui est très important. Et là où ça devient de plus intéressant, c'est que généralement en Europe, vous avez des managements qui sont focus sur une région ou un ensemble de régions. Donc, on va prendre un exemple. Vous avez une société technologique. Le management, il est bon dans les pays comme la France, l'Italie, l'Espagne. Il connaît ces marchés-là. Mais il connaît peut-être pas les marchés d'Europe du Nord. Et du coup, il n'y va pas. Si vous avez une SPAC et que vous êtes un ancien dirigeant de SAP, vous connaissez tous les marchés européens. Donc vous pouvez créer votre SPAC, aller voir la société qui a une brique technologique intéressante et lui dire viens te mettre avec ma SPAC, viens fusionner, je vais te donner du cash. Et moi, comme je connais ces marchés-là, au lieu de viser ton groupe de marché qui représente 150 millions de personnes, on va viser toute l'Europe qui représente 500 millions de personnes. Et ça, c'est très intéressant et c'est un truc qui est très peu fait en Europe. Et c'est la différence clé avec les Américains. C'est quand vous êtes une société américaine, vous ciblez tous les États américains, donc vous avez 300 millions de consommateurs. Quand vous êtes une société européenne, vous allez cibler certains pays d'Europe, mais absolument pas toute l'Union européenne. Donc vous vous limitez. Alors que l'Union européenne, c'est 500 millions d'euros de consommateurs. C'est la plus grande zone économique au monde. Donc entre guillemets, si vous êtes capable de créer des entreprises transfrontalières sur toute l'Union européenne, vous avez un potentiel qui est dingue. Qui est dingue. Et donc Jean-Pierre Mustier, c'est ce qu'il veut faire sur l'aspect financier. C'est-à-dire lui, il dit en Europe, il y a beaucoup de briques financières, mais elles sont très peu développées dans l'Europe entière. Et il dit, moi, je vais aller acheter des briques financières qui sont intéressantes. Je vais leur donner beaucoup de cash avec Tikeo et avec Bernard Arnault. Et après, on va les développer dans toute l'Europe. Et moi, je vais juste amener ma compétence et mon réseau pour développer ces briques-là dans toute l'Europe. Et donc, s'il achète des bonnes briques pas chères en Allemagne et qu'il arrive à développer ses services dans toute l'Europe, bah forcément, c'est beaucoup plus intéressant. Et ça crée beaucoup de rendement. Donc là, on le voit, c'est là. Là, vous avez la capitalisation boursière sur le PIB. Donc ça, c'est très intéressant. Ce que vous faites, c'est que vous prenez la capitalisation, vous prenez le PIB des pays, puis vous le divisez par la capitalisation boursière des sociétés et vous obtenez le chiffre. Donc ce qu'on voit, c'est que
la capitalisation boursière des sociétés européennes, ça évolue entre 60 et 70% du PIB européen. Or, aux États-Unis, on est entre 150, d'accord, et 160% du PIB. Donc, ok, vous avez des actifs de qualité aux États-Unis que vous ne trouvez pas en Europe. Des Apple, des choses comme ça. Mais vous n'avez pas que ça. Vous avez vraiment beaucoup plus de cash par société aux États-Unis et d'investissement par société aux États-Unis qu'en Europe. Pourquoi ça? Parce que déjà, vous avez une culture du deal qui est plus poussée aux États-Unis qu'en Europe. Et donc, les SPAC en Europe, elles auraient un potentiel là-dessus, c'est-à-dire qu'elles pourraient aller titiller cette culture du deal et créer des choses. Vous avez autre chose aussi, c'est que comme je vous l'ai expliqué, les Américains, ils ciblent tous les États-Unis. 300 millions d'euros, 300 millions de consommateurs. Et ils font ça parce qu'ils ont, ils ont des managements qui sont habitués à aller cibler tous les États. Même si dans chaque État c'est compliqué, parce que je peux vous dire, je connais des sociétés qui ont été dans chaque État et qui ont eu bien des difficultés. Chaque État a ses réglementations. Donc ceux qui me disent c'est parce qu'en Europe chaque pays a sa réglementation, donc c'est pas possible de faire comme aux États-Unis, c'est faux. Hein. Chaque État aux États-Unis a sa réglementation et des fois c'est bien plus compliqué qu'en Europe. Donc c'est vraiment une question de volonté. Et ça, cette volonté, elle vient en partie de la qualité de votre management. Et donc aux États-Unis, ils ont des managements qui sont très croissance et très qualitatifs. Et ça, les SPAC en Europe, elles pourraient tirer parti de management seniors qui sont sur ce segment-là. Et ça, c'est très intéressant. Autre chose qui est très intéressant aussi pour nous, c'est si vous vous intéressez aux SPAC, regardez les États-Unis, mais aussi regardez l'Europe, parce que c'est là que je pense qu'il y a le plus gros potentiel de SPAC qui peuvent faire des très très bonnes affaires sur un métier très mélangé. Et la zone à regarder pour voir les SPAC, c'est quoi? C'est la bourse d'Amsterdam. Pourquoi la bourse d'Amsterdam? Parce que ça a été la première bourse au monde. Et pendant longtemps, c'est une bourse qui a vivoté, qui s'est fait manger par la bourse de Londres, par la bourse de Paris et par la bourse de Francfort. Et depuis quelques années, vous avez beaucoup de grosses startups qui se cotent à Amsterdam et vous avez une nouvelle force qui se passe à Amsterdam. Pourquoi? Parce qu'Amsterdam a investi très lourdement dans les produits financiers du futur. Donc vous avez beaucoup de SPAC qui commencent à voir avec Amsterdam, mais avant Amsterdam avait beaucoup investi dans l'ESG. Avant, Amsterdam avait beaucoup investi dans les startups, c'est-à-dire tout ce qui était la livraison de repas, ce genre de choses. Et comment elle avait fait? Elle avait créé des systèmes de cotation avec des actions de classe A, de classe B, ce genre de choses, pour vraiment faciliter la stratégie des sociétés, tout ce qu'avaient pas fait Paris et Francfort. Et du coup, quand Londres a commencé à perdre en puissance, ben, c'est Amsterdam qui a pris une partie du lead et qui est en train de dépasser Londres. Et ce qui est intéressant, c'est que là où Londres, vous aviez une finance très bling bling, et vous aviez quelque chose, voilà, c'est pas vraiment l'Europe, Londres, hein. C'est un monde un peu à part, et c'est très américain, c'est pas tout à fait comme les États-Unis, mais c'est quand même vachement plus américain que Amsterdam. À Amsterdam, c'est totalement différent la manière de faire de la finance, c'est pas du tout comme à Londres, et donc le fait que Amsterdam redevienne leader, ça vous offre des nouvelles opportunités d'investissement, une manière de travailler qui est un peu différente, et ça c'est très très intéressant. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que mon ami Eric Lewin, il lance le 2 avril une conférence sur les SPAC où il va vous présenter certaines SPAC qui ont énormément de valeur pour lui. Donc franchement, je vous invite à aller écouter sa conférence en dessous de la vidéo, vous aurez un lien pour vous inscrire. Et surtout, pensez bien que Lewin, ce qui est intéressant dans sa vision, c'est quoi? C'est comme Lewin, il a beaucoup de relations avec les PDG français. Il a beaucoup de relations avec ses top management. Et du coup, il peut vous amener de la valeur dans votre réflexion sur les SPAC parce que comme il aurait de la formation un peu avant, quand les SPAC vont vraiment débuter en Europe, ça sera quelqu'un qui pourra vous amener beaucoup, beaucoup de valeur. Et comme je vous l'ai dit, sur les petites valeurs qui sont le cœur de vision de Lewin, c'est là qu'il y aura le plus de potentiel pour les SPAC pour faire des deals et pour créer du deal flow. Et donc, il est très intéressant de suivre Lewin pour ça. Je vous souhaite une bonne soirée et à la prochaine fois. Surtout, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager les vidéos. Et si vous avez des questions que vous n'êtes pas d'accord avec moi, n'hésitez pas à commenter en dessous. Je réponds généralement aux questions. Et voilà, je vous souhaite une très très bonne soirée.